Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine, dans votre magazine de l'économie et de l'entreprise, focus sur les développements numériques en Afrique, nous discuterons avec Aïssatou Ami Touré, une grande spécialiste du paiement mobile sur le continent. Mais tout de suite, voici les titres. Résister à une nouvelle vague de piraterie maritime à l'est de la Somalie est la priorité numéro 1 des forces de police maritime du Puntland. Aujourd'hui, nous avons reçu l'ordre d'en finir avec eux. Ils n'ont pas de pouvoir, ils ne font que se faufiler dans de petits groupes de 2, 3, 5 ou 10 individus. Et si Dieu le veut, nous en finirons bientôt avec eux. Toutes les leçons et les notes à portée de smartphone, c'est la révolution que propose la plateforme éducative Magoé, en pleine expansion en Guinée et dans la sous-région. Chaque matin, je viens, je fais l'appel dans mon téléphone. Pas avec le registre. Ça m'aide aussi à faire remonter mes notes chaque fin du mois, après avoir fini d'évaluer les enfants. Un savoir-faire ancestral tombé en désuétude et une relève dynamique. Une créatrice béninoise redonne vie au pagne indigo. L'indigo. The indigo currently in vogue was made in bracket time. It takes its place entirely. Sa place. Nous ouvrons cette édition avec un focus sur le regain de piraterie au large des côtes de la Somalie. Depuis novembre 2023, on constate en effet de multiples incidents et détournements de vaisseaux. Plusieurs camps de pirates potentiels ont été identifiés sur les côtes entre Zafoun et le village de Garakad. Leurs activités peuvent les amener jusqu'à plus de 600 000 nautiques de l'est de la Somalie. Notre correspondant Abdul Kadir Foudé a suivi les efforts de la police maritime du Puntland pour combattre cette menace. Regardez. Prêts à partir en patrouille, les hommes des forces de police maritime du Puntland sont en train d'intensifier leur lutte contre la résurgence de la piraterie au large des côtes somaliennes. La raison, des incidents récents au cours desquels des pirates ont détourné des navires, ce qui constitue une nouvelle menace pour l'économie mondiale et a un impact particulier sur la stabilité économique de la Somalie. Les forces s'emploient désormais activement à enrayer cette résurgence d'attaques en protégeant le trafic maritime et particulièrement en assurant la protection des navires qui accostent au port de Bosaso, la plaque tournante commerciale du Puntland. Les pirates sont de retour en raison de la période électorale au Puntland, parce que le gouvernement facilitait les élections et que les autorités étaient confrontées à de nombreux défis, qu'ils émanent de l'opposition ou du terrorisme, de sorte que le gouvernement s'est concentré sur les terres. Aujourd'hui, nous avons reçu l'ordre d'en finir avec eux. Ils n'ont pas de pouvoir, ils ne font que se faufiler dans de petits groupes de 2, 3, 5 ou 10 individus. Et si Dieu le veut, nous en finirons bientôt avec eux. Les pirates qui s'aventurent dans ces eaux lointaines pour détourner des navires compliquent la mission des forces maritimes du Puntland. Mais la volonté de protéger l'économie somalienne les incite à poursuivre leur patrouille maritime. Ils ont commencé à détourner des navires à partir d'eaux lointaines, à environ 700, 800 ou 1000 milles nautiques. La peur s'est emparée de la plupart des navires, mais je passe un message ici aux hommes d'affaires qui doivent continuer à faire leur business et qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne doivent plus craindre la piraterie. Dans le port très actif de Bosaso, considérablement modernisé grâce à un investissement de 366 millions de dollars de DP World de Dubaï, les entreprises ont beaucoup à perdre. Récemment, leurs importations étaient facilitées et le port était devenu une plaque tournante essentielle du commerce. Aujourd'hui, ces nouvelles attaques de piraterie inquiètent les chefs d'entreprise. Ils craignent que ces incidents perturbent leurs activités avec un impact négatif dans leurs opérations commerciales. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas affectés par ces activités, mais Dieu seul sait ce qui se passera plus tard, à l'avenir. Si les choses empirent et que cela continue, il est possible que nous soyons affectés. Nous avons maintenant des forces de l'ordre pour protéger la zone et escorter les navires. Elles ne vont pas dans les eaux du Yémen, elles travaillent systématiquement à l'intérieur de la frontière du Puntland. La Somalie est en proie à d'importants problèmes de sécurité alimentaire. Elle dépend fortement des importations pour répondre à ses besoins essentiels.
Les principaux partenaires d'importation du pays sont notamment les Émirats arabes unis, la Chine et Oman, les denrées alimentaires et les carburants constituant l'essentiel de ces importations. Une dépendance qui souligne à quel point le commerce international est crucial pour la subsistance et les besoins énergétiques de la Somalie. Selon cet expert économique indépendant, la menace permanente de la piraterie a le potentiel de perturber l'accès de la Somalie aux importations essentielles. Et compte tenu de la dépendance du pays à l'égard des importations, toute entrave au transport maritime pourrait entraîner des pénuries et une hausse des prix. Ce problème pourrait avoir un impact sur la population, car notre vie dépend des produits importés et la production locale est rare. Cela entraîne une hausse des prix puisque les navires et les sociétés de logistique refusent de venir en Somalie, parce que les navires internationaux sont assurés. Les compagnies leur donnent donc cette assurance et ne permettent pas d'aller dans les endroits où il y a des risques de piraterie, parce qu'elles savent qu'elles devront faire face à des pertes énormes. C'est pourquoi elles ne donnent pas d'assurance aux navires qui vont en Somalie. Les pirates ont recommencé à détourner des navires, notamment le MV Ruhen, un vraquier battant pavillon maltais. En mars, la marine indienne a libéré le navire et ses 17 membres d'équipage après 3 mois de captivité. La police maritime du Puntland poursuit activement ses opérations de patrouille afin de rendre les mers plus sûres pour la navigation. Justement, les experts attribuent cette recrudescence de la piraterie au large des côtes somaliennes à la mobilisation de moyens militaires contre les combattants houthis actifs depuis des mois dans le détroit de Bab el-Mandeb. Le détroit est à la porte d'entrée de la mer Rouge et débouche sur le canal de Suez. Or, depuis novembre, les combattants houthis s'attaquent aux porte-conteneurs en perturbant la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le chaos a de graves répercussions sur les coûts du fret maritime. Dans certains cas, l'augmentation atteint 500% et frappe durement les commerçants africains. Le nombre de noms de domaines Internet africains atteint 4,4 millions selon un rapport de l'ICANN, la société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet. L'écosystème a connu une croissance de 21% depuis le dernier rapport en 2016. Les 2 principales recommandations de l'ICANN sont de simplifier et d'automatiser les processus d'enregistrement des noms de domaines et de réduire leurs coûts. Les coûts d'enregistrement devraient se situer autour de 10 $ contre une moyenne de 100 $ actuellement en Afrique selon l'ICANN. Pouvoir accéder à l'éducation grâce à Internet, c'est précisément l'une des promesses de ce développement. Exemple en Guinée, où il existe désormais une application pour suivre les progrès de l'apprenant à l'école ainsi qu'à la maison. Magoé, la plateforme numérique créée en 2019 par un jeune informaticien du pays pour les révisions des élèves et le suivi de leur scolarité, dénombre 15 000 utilisateurs. Une centaine d'écoles l'exploitent en Guinée et les pays avoisinants. Explication depuis Conakry avec Sayon Kourouma. C'est une véritable révolution dans cette école primaire située en haute banlieue de Conakry. Depuis maintenant 3 ans, Noël Lama, monitrice dans cet établissement scolaire, a eu comme outil de travail son téléphone portable. Son smartphone, qui ne sert donc plus qu'à appeler, mais qui fait désormais partie de son dispositif pédagogique. Chaque matin, je fais l'appel dans mon téléphone, pas avec le registre. Ça m'aide aussi à faire remonter mes notes chaque fin du mois, après avoir fini d'évaluer les enfants. Cette plateforme numérique qui améliore aujourd'hui le système éducatif guinéen est l'œuvre de cet informaticien, Mazougou Koipogi. Issu de l'Université de Guinée, le développeur vient de mettre au point ce portail numérique dénommé Magoy Technology. La plateforme 100% éducative, entièrement démarrée sur fonds propres, permet aux élèves d'accéder à des programmes de formation à partir de leur portable, même sans connexion Internet. Comme ici, dans cette école, où le concepteur est venu s'enquérir de la qualité du service de son système. Mariam Kourouma. Dès que vous vous connectez, le système peut même automatiquement alerter les parents pour dire que ton enfant est en classe ou bien ton enfant n'est pas en classe. Et comme ça, après ça, à la fin de l'année, pour chaque enfant, on saura
combien de cours il a suivi, combien de cours il a aussi chômé. Même ses parents aussi pourront aussi avoir accès à ces aspects-là. La plateforme numérique, une première dans le pays, a été conçue dans le but de qualifier le système éducatif guinéen, déjà en régression à cause notamment de l'absence d'une politique d'éducation. Avec seulement 9% d'admis au baccalauréat en 2022, la Guinée a enregistré cette année-là l'un des résultats les plus catastrophiques de son histoire. Un préjudice que tente de réparer Magoy Technologies. Le portail dispose notamment de cet espace où l'élève peut réviser et même interagir avec ses enseignants. Ici, vous pouvez consulter le contenu des cours à partir de là. Donc là, vous pouvez réviser partout où vous êtes, même sans la connexion. S'il y a des parties que vous ne comprenez pas, vous pouvez poser la question à votre enseignant. L'enveloppe est là pour poser la question à l'enseignant. Et cette question, quand vous la posez, tous vos amis avec lesquels vous faites la même classe là peuvent recevoir aussi la question. Quand l'enseignant répond aussi, tout le monde aussi peut accéder aussi à cette réponse-là. Donc vraiment, un véritable espace d'échange entre vous et vos enseignants. OK? Un espace d'échange, mais aussi un outil de gestion des recettes d'école dans un pays classé en 2022 à la 150e place sur 180 pays de l'indice de la perception de la corruption dans le secteur public par Transparency International. Un autre problème que tente de résoudre le programmeur. Dans cette école, par exemple, Emmanuel utilise au quotidien la plateforme numérique dans le cadre de ses transactions financières. Les opérations sont suivies en temps réel par les parents d'élèves et les responsables de l'école. L'important, c'est quoi? Lorsqu'un parent d'élève s'acquitte des frais d'études de son enfant, même s'il n'est pas là, il peut voir en ligne les différents paiements effectués. C'est pourquoi les parents, dès l'inscription, on dit à chaque parent, il faut télécharger l'application en ligne de notre école. Alors, dès lors que tu fais une opération financière, tu peux avoir accès immédiatement à tous les paiements que tu as effectués. Et là, moi, je pense que ça, c'est un succès, un très grand succès. Une idée révolutionnaire qui intéresse aujourd'hui plusieurs établissements guinéens. Déjà, avec une communauté de plus de 15 000 membres, son fondateur rêve de voir toutes les écoles guinéennes utiliser sa plateforme. Comme ici dans cet établissement où Mazougou est venu présenter sa technologie qui cumule une audience moyenne de plus de 20 000 visiteurs par jour. Bonjour monsieur, bonjour mesdames. Il est actuellement illusoire de penser qu'on peut interdire le téléphone aux enfants. Certes, on peut interdire à l'école, mais est-ce qu'on peut l'interdire à la maison? Je pense que non. Et nous, on a pensé, au lieu de chercher à interdire le téléphone aux enfants, il faut plutôt trouver un moyen de transformer ces téléphones-là en un outil pédagogique. Comme ça, le parent, depuis son téléphone, je sais que vous n'allez pas aimer ça quand même. Depuis son téléphone, il pourra savoir est-ce que mon enfant a cours aujourd'hui? Est-ce qu'il est parti à l'école? À quelle heure il est rentré en classe? À quelle heure il est sorti? Et quand vous faites une évaluation, le parent ne te demande pas tu as eu combien. Depuis son téléphone, il peut voir la note que tu as eue. Voici un peu la solution qu'on a développée. Une fois de plus, merci. Une centaine d'écoles à travers le pays utilisent déjà la solution lancée il y a 7 ans. Des pays comme la Côte d'Ivoire, la RD Congo, le Sénégal et le Mali l'expérimentent dans leur système éducatif avec un chiffre d'affaires annuel estimé à plus de 22 000 $ par an. Magoy Technologies entend conquérir l'Afrique francophone d'ici 2030. Son fondateur ambitionne également concevoir sa propre marque de smartphone accessible à toutes les fonctionnalités pédagogiques et cela sans connexion Internet. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Au Kenya, un partenariat public-privé a permis la création d'une usine qui a produit plus de 490 000 téléphones compatibles 4G depuis sa mise en service à la fin de l'année dernière.
Les téléphones produits dans cette usine sont vendus à 40 $ américains l'unité et leur prix abordable a été un facteur clé de leur adoption rapide. L'année dernière, un rapport de la GSMA estimait le nombre d'abonnés à l'Internet mobile en Afrique à environ 287 millions, soulignant l'impact d'obstacles tels que le manque d'accessibilité à des téléphones portables abordables et le faible niveau de compétences numériques. Cet écart peut-il mettre en danger l'essor des fintechs et du commerce électronique en Afrique? Pour en parler justement, je suis rejointe par Aïssatou Amitouré, directrice générale de la start-up algérienne de commerce électronique Yassir. Aïssatou Amitouré, merci de me rejoindre sur Business Africa. 60% des Africains n'utilisent pas l'Internet mobile, même s'ils ont une couverture. Et la principale raison, c'est le prix excessif des téléphones mobiles. Que peuvent faire les startups du e-commerce pour remédier à cette situation? Les startups d'e-commerce peuvent contourner cet obstacle de diverses manières. On sait que dans des pays, effectivement, au Sénégal, plus de 110% de la population ont accès à l'Internet mobile, même si on a toujours cette problématique d'usage dû au fait que les gens n'ont pas accès au smartphone. On a toujours la technologie de l'USSD qui est très performante et qui peut être utilisée. Le régulateur, en tout cas au Sénégal, a fait énormément d'efforts pour pouvoir libéraliser l'accès à l'USSD. Donc, ce n'est plus la chasse gardée des opérateurs de téléphonie. Donc, les sociétés de e-commerce y ont accès. Donc, je pense que c'est un outil valable pour permettre de pallier à cette problématique. Et pourriez-vous nous rappeler ce qu'est la technologie USSD? L'USSD, c'est une technologie qui permet à tous les terminaux mobiles dotés de clavier et d'un écran, en faisant des commandes dièse, quelques chiffres, ensuite dièse et en tapant la touche d'appel, d'avoir accès à un menu et de pouvoir passer des commandes pour pouvoir activer soit des forfaits d'Internet mobile, soit passer des commandes, acheter, faire des paiements. Et c'est d'ailleurs le canal principal qui avait été utilisé par les opérateurs de mobile money pour pouvoir se lancer. Il y a aussi le problème de la couverture mobile partielle ou inexistante dans les zones rurales, avec des coûts d'infrastructure très élevés. Que pourrait-on faire? Nous avons vu cette dernière décennie les opérateurs mobiles vraiment investir les zones rurales pour trouver des palliatifs à cela. Je pense qu'il faudrait également ouvrir l'accès à de plus petits opérateurs, même si ils viennent en MVNO se greffer à un opérateur majeur pour pouvoir desservir ces zones rurales-là. Cela permettrait en tout cas d'améliorer le taux de couverture. En termes de solutions également palliatives, on sait que il serait intéressant en tout cas de pouvoir déplacer certaines personnes de manière physique au niveau de ces zones rurales-là et de proposer des services en connexion et de pouvoir également proposer des points physiques. C'est également faire connaître les marques, faire connaître les produits sans pour autant utiliser la connexion ou les terminaux mobiles. C'est ce qu'on fait à Yassir, par exemple, sur un des services que l'on propose. On propose un service de supermarché en ligne, mais pour pouvoir éduquer et transformer les populations à avoir l'habitude de commander en ligne, on a également des supermarchés physiques où ils arrivent à voir qu'ils ont accès aux services et on utilise ce canal-là pour pouvoir les transformer et les pousser pour leur prochaine commande, utiliser les terminaux mobiles, l'application mobile pour pouvoir passer leur commande au lieu de se déplacer. Avant de rejoindre Yassir pour travailler sur des solutions de paiement, vous étiez en charge du mobile money chez Ecobank. Quelle est votre perception des progrès de l'Afrique de l'Ouest dans ce domaine? Le premier enjeu, en tout cas, que les banques ont pour pouvoir avoir une certaine adoption des services de mobile banking, c'est la problématique, en tout cas, de l'interopérabilité, la problématique, en tout cas, relative à l'instantanéité des transactions.
la problématique en tout cas de modèle économique. Donc je pense que le régulateur a fait énormément d'efforts. La structure régionale du régulateur sur la partie monétique qui est le GIM est en train de travailler sur un gros projet sur l'interopérabilité pour faciliter en tout cas les échanges entre les différents acteurs et standardiser en tout cas la structure de coûts et également le modèle économique. Mais les enjeux restent là. Les enjeux restent un cadre réglementaire qui n'est pas suffisamment mature par rapport au niveau de l'activité. Le second enjeu, c'est la problématique en tout cas de l'accès au smartphone. La troisième problématique que nous avons également, c'est toute la partie sécurité. Aïssatou Amitouré, merci beaucoup. Selon un récent rapport de Gallup sur l'état des lieux du travail dans le monde, 48% des salariés d'Afrique subsaharienne déclarent ressentir un stress important, un chiffre nettement supérieur à celui de leurs homologues européens. Les salariés africains éprouvent également un sentiment de solitude plus élevé. Le rapport met en évidence d'importantes disparités géographiques. 32% des salariés sud-africains sont stressés, contre 34% au Kenya, 46% au Sénégal et 40% en Zambie. 75% des Africains sont à la recherche d'un nouvel emploi ou le recherchent activement, contre seulement 32% des Européens. Après les NanaBenz, voici venue l'heure des Nanatech au Togo. Il s'agit d'émuler l'exemple des célèbres entrepreneuses du pagne des années 70-80 en le reproduisant dans l'industrie du numérique. 1500 femmes étudiantes ou entrepreneuses plus confirmées devraient prochainement pouvoir bénéficier des 5 programmes de cette initiative qui vise à la formation au métier du numérique ou à la digitalisation d'entreprises existantes. Et nous restons dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. Au Bénin, dans l'univers du textile africain dominé par le wax, une styliste est en train de remettre au goût du jour un savoir-faire ancestral. Nadia Andele, c'est son nom, redonne vie au pagne indigo grâce à de nouvelles techniques de teinture et de dessin. Résultat des tissus et des modèles qui font fureur dans les boutiques du pays et illustrent la promotion de la consommation locale. C'est un reportage de Didier Assogba. Nadia Adanlé a dépoussiéré et remis au goût du jour le pagne couleur indigo, communément appelé Elouvor, à Ouida. Ouida est située à 42 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin. C'est de là que proviennent la plupart des pagnes indigo que l'on retrouve dans les plus grands ateliers de couture et boutiques de mode à Cotonou. L'indigo fait partie des toiles que nous avions connues dans notre temps d'enfance. Et en grandissant, je me suis rendu compte que ce textile disparaissait de notre champ de vue. Et je me suis dit, au lieu de le laisser mourir de sa plus belle mort, pourquoi ne pas travailler à revaloriser, à redynamiser ce pagne-là? Mais aujourd'hui, nous avons réussi à faire entrer l'indigo dans la garde-robe des soirées de gala. Nous avons réussi à faire rentrer l'indigo dans les tenues qu'on peut porter, aller à une conférence internationale. On a fait rentrer l'indigo dans les gamme de tenues que des artistes peuvent fièrement porter et chanter. Une vraie avancée pour la promotrice. Son combat, entamé depuis 2017, trouve enfin de l'écho auprès des plus grandes maisons de couture de Cotonou. En tout cas, pour l'heure, le pagne indigo, c'est la tendance vestimentaire du moment. L'indigo qui s'impose actuellement, ça s'est fait en un temps record, mais ça prend entièrement sa place. Quand je vois des clients rentrer dans ma boutique, chercher une pièce africaine, chercher le style africain, ah mais qu'est-ce que vous avez? Dès que vous le prenez, ah oui c'est intéressant ça, oui ça pourrait le faire pour ma sortie. Mais de plus en plus, je pense que les gens, enfin les consommateurs commencent à faire la part des choses et reviennent plus aux matières créées entièrement en Afrique. Pour satisfaire la très forte demande qui va croissant, la maison de mode du pagne indigo produit environ 2 milliards par mois dans des cuves dont la contenance varie de 2000 à 6000 litres. Et Luvor gagne de plus en plus de terrain en matière de style vestimentaire. Comment je peux dire ça? Ça a été comme une... Je dirais même une révélation. Ma sœur est venue un jour, elle m'a dit, écoute, j'aimerais acheter un peu plus chez toi, tu peux pas proposer autre chose que du pagne? Et donc j'ai pensé, pourquoi pas de l'indigo? Pourquoi pas de l'indigo? Et donc on a acheté de la toile, on a fait des essais sur des motifs, et donc on a commencé à travailler sur l'indigo, et j'ai vu réellement l'impact que ça avait sur la clientèle.
Nadia possède la plus grande cuve de la sous-région ouest-africaine. La maison de mode de Pagne Indigo emploie plus de 20 femmes béninoises. Je porte le pagne indigo en étant fière. Souvent, je dis que chaque pagne que je porte, c'est plus d'une dizaine de personnes qui ont travaillé derrière. Je sais que grâce à mon achat, je fais vivre beaucoup de personnes et donc c'est vraiment avec fierté que je porte le pagne indigo. Pour accompagner la promotion de ce pagne, beaucoup de membres du gouvernement béninois s'habillent en pagne indigo. Ce que je porte, par exemple, c'est une collection couleur indigo. Voilà, 2021, voilà. Et notre ministre et les membres du cabinet n'hésitent pas à porter de l'indigo à différentes occasions. C'est très joli, c'est devenu très chic. Depuis quelques années en Afrique de l'Ouest, de nombreuses initiatives émergent pour promouvoir le consommé local. Ces initiatives visent à freiner la très grande dépendance des pays africains aux produits d'importation dont les volumes devraient encore augmenter d'ici 2025 pour atteindre près de 110 milliards de dollars selon la Banque africaine de développement. L'une des solutions proposées par les experts serait d'exonérer pour un certain temps les fabricants de produits textiles de droits de douane et de TVA sur les importations d'équipements de production et d'accessoires que l'on ne trouve pas dans les pays africains. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Nous recevrons la coach vocale Menoucha. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site africaonia.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.